Bonjour, je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste, chercheur spécialisée en technologie et j'ai l'honneur d'avoir avec moi 4 intervenants pour cette table ronde sur le Cyber Threat Intelligence et l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le renseignement d'intérêt cyber ou le CTI, Cyber Threat Intelligence, selon l'organisation Thales, c'est la capacité à comprendre et à analyser en permanence le niveau de menace informatique. Après, il y a peut-être d'autres définitions. Je ne définirai pas l'intelligence artificielle parce qu'on entend beaucoup parler déjà. Je vais introduire tout simplement mes intervenants aujourd'hui. Donc, au bout, vous avez M. Ivan Kwiatkowski, qui est chercheur principal en cybermenaces chez Arfan Lab. Ensuite, vous avez Dr. Mark von Staldunen, vraiment désolé, directeur général et fondateur du Seaflow Cyber Strategies. Ensuite, vous avez M. Nicolas Quintin, qui est Senior Customer Success Manager chez Filigrane. Et finalement, à ma gauche, vous avez M. Alexandre Cabrol-Perales, qui est directeur des services de détection et réponse aux cyberattaques, n'est-ce pas, chez Sopra Steria. Donc, je vais commencer déjà avec la première question à propos des cyberacteurs malveillants. Donc, ma première question, c'est l'intelligence artificielle, à votre avis, est-elle plus utile pour les cyberdéfenseurs ou pour les cyberacteurs malveillants et pourquoi? Donc, c'est vraiment la personne la plus inspirée qui peut commencer. Okay, so I'm going to reply. Je vais répondre en anglais parce que nous avons un anglophone. J'espère que ça vous convient à tous. Sinon, je reviens en français. Oui, c'est une bonne question. Lorsqu'on a commencé à réfléchir sur l'intelligence artificielle et tout ce qui était cybersécurité, on a parlé peu de tout ce qui était offensif. On parlait de ChatGPT pour mieux écrire des malwares. On parlait des phishing de façon plus efficace. Personnellement, bon, peut-être c'est assez polémique. Moi, je pensais que l'intelligence artificielle est en train de résoudre les problèmes que les hackers n'avaient pas auparavant. Bon, vous voulez écrire un email, vous voulez que ce soit plus rapide, mais bon, déjà, on avait de bonnes technologies pour écrire la bonne syntaxe. On avait Microsoft Word. Donc, à cet égard, cette question était déjà résolue. Pour ce qui est de malware, il y en a déjà qui existent en open source. Et à cet égard, je crois que l'IA va fournir un certain nombre d'augmentations de productivité des hackers. Et ça met beaucoup plus de choses sur la table. D'abord, par exemple, l'IA se retrouve en fait dans tous les produits de la sphère cyber. Toutes les entreprises font de l'IA. Je ne sais pas quelle est la quantité qu'elles font, mais l'IA aide les défenseurs aussi dans une certaine mesure. Alors moi, je dirais, dans la plupart des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, même avant l'IA, il y avait déjà des modèles qui étaient insérés dans les produits pour mieux détecter les, évidemment, problèmes de cyberattaque, mais même au-delà, comme en tant qu'ingénieur, j'ai développé un outil et que j'utilise sur le terrain à la fin déjà 2022, où j'utilisais déjà ChatGPT. Donc, moi, je reçois des virus et moi, je dois expliquer ce que font ces virus. Et donc, j'ouvre le code d'assemblage, je regarde à l'intérieur du programme avec mes outils de détection. Et en fait, si vous envoyez cela à ChatGPT et vous dites « Que fait ce programme ?» Oui, il donne une bonne réponse. J'utilise ça de façon quotidienne et je pense que ça aide vraiment lorsqu'il s'agit de faire de l'ingénierie renversée et, par exemple,
il y avait cette fuite de Aisun, une entreprise chinoise, et tout le monde se demandait qu'est-ce qui se retrouvait dans les documents qui avaient fui. À travers l'outil intelligence artificielle, on a pu traduire facilement ces documents et on a pu extraire les mauvaises informations très rapidement. Alors, en fait, les attaqueurs utilisaient aussi l'intelligence artificielle. Lorsque vous regardez les documents qui ont fui, les hackers n'utilisaient pas du tout l'intelligence artificielle pour pénétrer, mais ils utilisaient des documents qu'ils ne pouvaient pas utiliser de façon manuelle. Donc, il y avait des gigabytes, etc., des tonnes et des tonnes de documents. Et ils mettaient tout dans des plateformes avec l'apprentissage profond. Et ils utilisent ces technologies pour pouvoir lire ces documents et extraire les renseignements eux-mêmes. Donc, sur le plan technique, l'IA aide les défenseurs. Et pour tout ce qui est des renseignements d'intérêt cyber, probablement l'IA va aider tout le monde, je pense. Alors, rapidement, peut-être, oui, je suis assez d'accord avec monsieur. Et pour ce qui est de la perspective des attaquants, oui, leur vie va être plus facile. Pour ce qui est de ceux qui défendent, il n'y a pas d'alternative. C'est assez clair. La quantité de données que vous devez traiter, les serveurs que vous devez contrôler, il n'y a pas d'autre possibilité que d'utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment contrôler ce qui se passe. Comment le faire exactement? Est-ce que vous utilisez différentes méthodes? Bon, peut-être on y arrivera lors de nos discussions. Selon moi, il n'y a pas de possibilité à cause de la quantité de données. Ceux qui veulent défendre doivent utiliser l'intelligence artificielle. Cette question est-il utile, beaucoup plus utile pour les attaquants ou les défenseurs? Cela est en lien avec les besoins que l'on voit par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, je suis d'accord que pour les attaquants, donc l'IA génératif est utilisé pour l'accès initial. Donc, pour créer des leurres, pour en fait, c'est utile, oui, comme vous l'avez dit, mais peut-être que ça ne change pas grand-chose pour eux, véritablement. Mais pour les défenseurs cyber, la question principale que nous avons au niveau de renseignement d'intérêt cyber, il faut d'abord savoir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on doit détecter. Il faut comprendre la menace cyber et l'IA peut être vraiment utile pour le renseignement d'inter-cyber. Par exemple, avoir des indicateurs pour traiter des quantités importantes de données, mais aussi pour tout ce qui est tactique. Par exemple, des modèles ou des canevas d'attaque pour comprendre les modus operandi, comment les attaquants agissent et pour faire en sorte que le renseignement devienne opérationnel. Ça, c'est vraiment la grosse question. Faire quelque chose d'utile et qu'on peut utiliser dans la défense cyber. Par exemple, l'IA dans le CTI peut être très efficace. Lorsqu'on essaye d'utiliser des simulations en reproduisant leur modus operandi pour mieux comprendre comment les attaquants vraiment sont rentrés dans l'entreprise et pour ce qui est des perspectives de détection, de renforcer les centres d'opération de sécurité. Alors, selon moi, tout d'abord, il faut qu'on parle des attaquants. Ce qu'on voit, comme d'habitude, c'est que les attaquants sont toujours les premiers qui utilisent les technologies et donc l'IA. On a eu les premières informations à partir de laboratoires de recherche et des universités qui ont démontré qu'on peut générer des malwares
directement avec l'IA. Et il y a eu beaucoup de rançonnage. En tout cas, il y a eu beaucoup de rançonnages qui ont été générés, qui ont traversé tous les systèmes de détection, parce qu'en fait, ils étaient générés quelques minutes avant d'être envoyés à tout le monde. Donc ça, c'était le premier pas. Ensuite, il y a le OpenAI qui ont dit qu'il y a une exploitation des services par les attaquants. On a eu beaucoup d'exemples concernant des injections pour vraiment extraire des données qui avaient fui. Donc, toutes ces activités mènent au fait qu'aujourd'hui, on parle d'un service comme ChatGPT ou Gemini. Par exemple, si vous payez 45 $ par mois pour générer des malwares. Et donc, ça, c'est la tendance prochaine. Ce qui veut dire, et je suppose que pour les attaquants, pour l'instant, ils utilisent ces outils-là déjà pour attaquer. Moi, je crois que ce n'est pas le début. Mais ils sont très rapides. Le problème, c'est défendre. Pour défendre, on a besoin de temps. Ça, c'est toujours le problème. On a besoin de temps et je ne peux pas vraiment parler d'apprentissage machine parce que ce n'est pas intelligent. On a commencé à utiliser pour la détection tout ce qui est domaine malveillant, et comme on en a discuté auparavant, et le prototype était très efficace et qu'on a utilisé dans la production. On a eu beaucoup de pourcentages positifs. Par exemple, le nom de domaine allemand, en fait, ce sont des systèmes d'algorithmes. Donc, ça ne fonctionne pas dans la vie véritable. Et ça, c'est quelque chose dont on a déjà discuté. On a besoin de données. On peut prendre les meilleurs algorithmes de l'apprentissage machine pour avoir un modèle, mais vous avez besoin de données efficaces et beaucoup de données efficaces. Mais dans le domaine de la cybersécurité, en fait, on a des problèmes que les défenseurs n'ont pas. Les données sont confidentielles. Ça veut dire qu'on ne les partage pas sur Internet avec tout le monde. Mais pour les attaquants, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ils ont des données qui ont fui, ils les utilisent, ils les partagent. Ils peuvent les utiliser partout. Donc, il y a un déséquilibre, je dirais, une situation de déséquilibre qui existe toujours entre les attaquants et les défenseurs. Ce n'est pas nouveau, mais ça a une grande échelle avec toutes ces nouvelles technologies. Et le fait est qu'on doit partager des données pour être capable d'avoir des modèles et avec d'autres systèmes d'apprentissage machine, avoir une échelle pour pouvoir se défendre de façon appropriée. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis d'accord. C'est qu'il y a une asymétrie des données. Je pense que les données dont disposent les attaquants, nous les avons aussi. On peut aussi avoir des fuites, on peut aussi les traiter. Oui, on a une question juridique. Moi, je ne peux pas utiliser les fuites dans mon entreprise. Et comment utiliser l'OpenAI? Oui, moi, je pense que ça peut aller sur le plan juridique. Peut-être qu'il faut en parler à un avocat, mais je ne pense pas. Je crois que déjà l'utilisation du ChatGPT est beaucoup plus problématique que l'utilisation des fuites. Toutes les données dont disposent les attaquants, je crois que nous avons aussi, si on décide de les utiliser, d'accord, la question est est-ce que leurs données sont utiles pour nous? Pour ce qui est des données, ça ne doit pas être protégé. Par exemple,
parle par exemple de la détection, les défenseurs auront plus de difficultés et ils doivent obtenir différents échantillonnages. L'interprète s'excuse, mais monsieur parle beaucoup trop vite. Il est impossible de le suivre. Est-ce qu'il peut parler plus lentement, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut dire à tous ces orateurs de parler plus lentement, s'il vous plaît? Et donc, alors la plupart des entreprises peuvent acheter. Donc cette asymétrie peut être problématique sur papier, mais on peut le surmonter. Alors, peut-être que les attaquants n'ont pas des commandes à attendre pour acheter des choses. Donc, oui, moi j'aimerais bien surmonter ce problème d'asymétrie, mais je ne vois pas les choses se résoudre rapidement. Et il ne faut pas agir après l'attaque. Il faut avoir les plateformes qui soient en place depuis quelques années. Et si vous êtes encore en train d'y réfléchir, ça veut dire que vous êtes vraiment en retard. De loin. Je suis d'accord avec votre analyse. Nous sommes au même niveau. Alors la question c'est, quel est l'avenir de l'IA? Peut-être que ça va changer cette asymétrie. Parce que les attaquants n'auront plus accès aux mêmes données, au nouvel ensemble de données, parce que la question est peut-être, en ce qui nous concerne, pour ce qui est des défenseurs cyber, quels sont les ensembles de données qu'on peut utiliser et enrichir pour l'avenir, pour les futures applications de l'IA, pour changer cette asymétrie, justement, pour être préparé en fait. Moi, je pense que ça, c'est vraiment la question clé. Cette discussion ne concerne pas l'IA, mais en fin de compte, peut-être un peu. Ça concerne les données. Et moi, je crois que, en fait, ces renseignements d'intérêt cyber, ça, c'est important. Et on peut faire des choses. On a des normes ouvertes pour l'instant qu'on peut partager. On peut partager des données standards. On peut les partager, mais sans la question de la confidentialité. Et, par exemple, on peut aussi les partager, c'est un point positif, mais il y a aussi d'autres choses. Moi, je pense que pour les questions confidentielles, on doit avoir Gen AI ou d'autres genres dans des systèmes restreints, et ces IA doivent être capables de retirer tout ce qui est public pour combiner ce que vous venez de dire, donc les données publiques qui sont utilisées par les attaquants, et on doit les utiliser. Ce n'est pas suffisant. On doit avoir des modèles pour les données confidentielles, pour être capable de faire l'équilibre, d'avoir un équilibre au niveau de la défense. Donc, nous devons avoir des IA qui soient consacrés uniquement à tout ce qui est confidentiel. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a quelque chose qui arrive, mais je ne sais pas quand. C'est le petit apprentissage, small learning, et ça va vraiment changer les choses au niveau de cette question de déséquilibre des données. Alors, ce qu'on fait, c'est big learning, grand apprentissage. On utilise des données pour apprendre quelque chose, ce qui est très cher. Ça demande beaucoup de données, mais ce n'est pas le cas pour tout ce qui est modèle d'apprentissage machine et les algorithmes. Il y a une partie qui s'appelle small learning, petit apprentissage, comment apprendre de façon exacte, logique, avec peu de données.
Et là, on peut utiliser les données confidentielles, les données restreintes, les données de qualité. Là, le petit apprentissage, le small learning peut vraiment changer la situation. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Selon nous, alors le petit apprentissage, le grand apprentissage, dans mon entreprise, également dans les projets européens où nous travaillons, on a commencé à se concentrer davantage sur ce point. Nous savons que l'IA n'est pas parfaite. Oui, vous avez formé votre IA et vous obtenez une note de 95, vous dites c'est pas parfait, presque parfait. Donc allons-y, déployons. Mais l'IA fait toujours des erreurs, comme les experts, parce que les experts vont écrire un point. Donc on examine davantage le développement de l'IA, nous formons l'IA, mais on doit la traiter comme n'importe quel autre expert qui a des différentes compétences. L'IA est plus rapide, va utiliser plus de données, mais l'IA et les experts font des erreurs et ils doivent se renforcer. C'est ce qu'on appelle l'IA collaboratif. S'ils travaillent ensemble pour arriver à ce qu'il y a de mieux, parce que les deux ont des compétences différentes. Et c'est là que nous développons un cadre d'IA collaboratif. On essaie vraiment d'obtenir ce qu'il y a de mieux. Et on parle aussi de l'innovation dans l'IA. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et on l'applique aussi à tout ce qui est renseignement d'intérêt cyber. Oui, ce que vous venez de dire est vraiment très important. L'apprentissage machine, il y a aussi des points ou des défaillances, évidemment, mais cela se fait aussi à l'échelle. On doit parler de l'exposition à l'IA ou à l'apprentissage machine parce que les attaquants sont capables d'avoir des injections négatives pour avoir un impact sur les décisions de l'IA et les systèmes qui utilisent ces IA et sont capables de les intégrer dans les systèmes logiques ou dans les modèles de l'IA. Donc, et cela va avoir un impact sur d'autres usagers et des données qui ont fui, des fuites de données. Donc, l'exposition à l'apprentissage machine, vous ne pouvez pas mettre des prompts partout sur Internet si c'est connecté à vos systèmes. Vous pouvez avoir des impacts majeurs et à l'échelle. Alors, pour ajouter quelque chose, nous avons cette transition. De par le passé, vous formiez votre IA et on obtenait des notes. Mais que font les attaquants? Ils s'adaptent, ils s'améliorent, ils apprennent. Et donc, en fait, votre IA est dépassée, est complètement dépassée après un mois. Vous devez reformer. Il n'y a pas de possibilité. Donc, on a l'IA qui est formée, on l'a entraînée très bien sur une longue période. Non, ça c'est complètement dépassé, ça. Il faut avoir l'IA en place, mais il faut l'adapter. Parce que les attaquants changent aussi. Ils savent comment on détecte les choses et il faut s'adapter, il faut changer. Ça, c'est vraiment un élément clé pour les infrastructures. Pour répondre à cette première question, je vais juste passer à la deuxième pour qu'on s'enligne un peu, que tout le monde ait l'occasion d'en discuter. Donc, on en a parlé déjà un petit peu. J'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les apports les plus significatifs de l'intelligence artificielle dans le renseignement d'intérêt cyber? Okay, so I guess I'm going to first. Je vais répondre en attaquant la question. On dit qu'il y a une révolution d'intelligence artificielle, les choses vont changer fondamentalement, mais moi, je ne pense pas que pour ce qui est l'IA et la cybersécurité, l'IA n'est pas une révolution. Oui,
l'IA met beaucoup de choses sur la table, ça va changer les choses, oui. Je dois m'adapter rapidement au niveau de mon boulot, mais est-ce que ça m'offre de nouvelles capacités que je n'avais pas de par le passé? Je n'en suis pas sûre. Les modèles vont s'améliorer à l'avenir, oui. Nous aurons un avenir où on n'aura pas de modèles généralistes, mais des modèles spécialisés qui ne seront pas moyens à toutes les tâches, mais qui seront très bonnes pour certaines tâches. Ça, c'est l'avenir, mais on n'y est pas encore. Alors, la question, c'est comment l'IA, ou quel est le domaine qui a changé le plus pour ce qui est de la cybersécurité. Pour moi, les choses n'ont pas changé. Oui, cela a été positif pour l'ingénierie renversée et pour la détection, et aussi c'était utile pour être capable de traiter de grandes quantités de données. Donc ça, ce serait ma réponse. Oui, quand on doit traiter des quantités énormes d'informations, parce que l'une des questions clés dans le domaine de l'IA, c'est qu'on a des centaines d'entreprises qui produisent de l'intelligence, qui produisent des informations, qui utilisent des programmes qui partagent, par exemple, des informations. Et en fait, si vous essayez d'utiliser toutes ces connaissances, c'est très difficile de traiter toutes ces informations automatiquement provenant de toutes ces sources. Et personnellement, moi, j'ai utilisé l'IA comme une couche de communication entre ces sources d'informations. De par le passé, il fallait écrire, il fallait l'extraire, mettre ça dans ce système. Maintenant, j'utilise l'IA pour extraire de l'information de façon automatique, sans que moi, je doive écrire des choses pour écrire des informations sur telle et telle page. Pour ce qui est du traitement des documents, peut-être des documents qui ont fui, et si vous avez un fournisseur qui vous donne des PDF, vous pouvez extraire les choses. Et ça peut être utile, et ce n'est possible qu'avec l'IA. Pour moi, dans mon travail quotidien comme analyste, c'est la chose la plus utile que l'IA a pu faire pour moi. Je crois que l'IA est vraiment quelque chose qui change, évidemment, mais ça ne va pas renforcer fortement la qualité technique de l'analyse, parce que c'est l'analyse qui est déjà capable de le faire. Alors ici, ce qui change, c'est que vous avez du temps pour l'analyse. Et l'IA vous apporte la vitesse. Vous pouvez vraiment traiter des données de façon plus rapide. Vous pouvez traiter de façon plus rapide. Donc, si je prends le cycle des renseignements, ça vous aide aussi à automatiser la diffusion dans différents produits qu'on utilise, par exemple pour répondre à des incidents, pour la détection. Donc, c'est vraiment le temps que vous avez suffisamment pour faire de l'analyse. Vous avez plus de temps. Et pour moi, ça, c'est vraiment un grand problème dans tout ce qui est renseignement d'intérêt cyber. Lorsqu'on fait des analyses, on perd du temps pour recueillir des données, et ça, c'est un temps qu'on ne peut pas utiliser pour l'analyse et pour faire du renseignement pur. Peut-être que l'IA change la donne à ce niveau-là, vraiment. Ça vous donne du temps pour une analyse humaine. Et voilà pourquoi c'est vraiment un outil, parce que ça aide les êtres humains et ça ne va pas les remplacer dans le travail quotidien en termes de renseignement d'intérêt cyber. Tout à fait d'accord. Il y a quelques années, on pensait que l'IA allait vraiment améliorer le côté de détection. Alors aujourd'hui, on peut aller dans un forum et demander au leader de l'IA, mais ça n'aide pas. C'est
la plus mauvaise solution pour la détection directe, pour trouver une attaque cyber. Même les leaders de l'IA que vous trouverez dans le forum ici, si vous leur demandez s'ils utilisent la détection, s'ils utilisent l'IA pour la détection, ils disent non, pas au premier niveau. Ensuite, oui, pour l'analyse évidemment, et ensuite, l'IA peut vous aider à gagner du temps, mais ce n'est pas intelligent. C'est pourquoi je n'utilise pas l'IA, je parle plutôt de machine learning. C'est une illusion. On utilise l'IA, mais il n'y a pas d'intelligence. C'est vraiment quelque chose qui est automatique, qui nous facilite la vie, mais ce n'est pas une intelligence en soi. Avec des terabytes de documents Word, des livres, quand on a des gros documents à traiter, c'est difficile pour nous. Et donc, l'IA peut synthétiser les choses pour nous. Donc, ça peut être positif et nous aider. Alors, ils peuvent résoudre des problèmes simples, mais l'IA change déjà la donne. Et cela se fait déjà dans votre boîte de réception, par exemple. La plupart des spams sont filtrés par l'IA dans votre boîte de réception. Et ça permet de résoudre 90% des spams. Donc, ça a déjà permis d'améliorer les choses. Un autre exemple, en dehors de la cybersécurité, le trading à haute fréquence. La moitié des échanges internationaux, des échanges commerciaux internationaux, sont faits par l'IA. Donc, je vous ai donné donc 2 exemples ici où, en fait, l'apprentissage machine qui permet de résoudre le problème parce que le problème est simple. Alors, ça permet donc de résoudre des problèmes majeurs, mais simples. Mais tous les problèmes ne peuvent pas être résolus de cette façon. Si vous ne savez pas comment résoudre un problème, par exemple, trouver une cyberattaque que vous ne savez pas, et l'apprentissage machine ne va pas vous aider dans ce problème. Je pense que c'est important de repréciser ça. Nous utilisons l'IA pour la détection. Je comprends ce que vous voulez dire, mais il faudrait contextualiser les choses un peu plus. Donc, si vous utilisez des modèles IA uniquement pour catégoriser des problèmes, ou si vous êtes dans je suis d'accord avec vous, là, il y aura trop de faux positifs et trop de faux négatifs, et ça ne fonctionnera pas, ou ça ne sera pas utilisable en tant que tel. Mais parmi les différents outils qui utilisent l'IA dans la détection, l'IA est une source d'information, parmi d'autres. Il y avait les signatures, vous avez des modèles de comportement, des modèles de détection, etc. Et tout cela utilisé en conjonction, grâce à l'IA, vous permettent de résoudre un problème. Oui, je suis d'accord, c'est un expert, mais ce n'est pas la solution au problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème de la cybersécurité ne sera pas résolu par l'IA. Mais je voulais simplement, quand vous avez dit que l'IA ne fonctionne pas pour la détection, je voulais simplement préciser les choses. Si on l'utilise correctement, avec de la supervision, ça vous apportera des informations. C'est comme l'antivirus qui ne permet pas de résoudre le problème des cyberattaques. On l'a dit précédemment, le risque principal pour la cyberdéfense qui utilise l'IA, c'est de résoudre des problèmes complexes. Ça arrivera peut-être un jour, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'analystes
plutôt que l'IA. Donc le risque est d'être poisonné dans nos processus quotidiens, dans nos données, par un outil que nous ne pouvons pas gérer. Comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle source, mais simplement une nouvelle ressource. Et c'est tout. C'est une aide pour les analystes dans le cadre de la détection, mais nous ne sommes pas à l'étape où l'IA va pouvoir soutenir tout ce processus de cybersécurité. Alors, je voudrais ajouter un point à la discussion. Je pense qu'on réfléchit en matière de détection où on pense qu'il y a les analyses d'un côté et l'IA d'un autre. Alors, aux Pays-Bas, par exemple, nous avons un problème, nous n'avons pas suffisamment d'analystes. Je pense que la même chose en France, mais si vous avez besoin de quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, c'est difficile. Donc, c'est une difficulté. Et l'IA peut faire la partie ennuyeuse de votre travail. Et je pense que ça représente une opportunité à cet égard. Je considère que l'IA fait partie de la solution et des solutions que nous avons à notre portée. Je pense également que pour des connaissances de bas niveau, c'est également utile. Ça permet de résoudre des éléments qu'on pourrait oublier parce que vous pouvez ne pas penser à tout. Une vérification à laquelle vous ne pensez pas, etc. L'IA le fera pour vous. C'est la prochaine question qui serait en fait notre dernière question. Donc, vous pouvez prendre votre temps pour y répondre. On a quand même un bon 25 minutes. Donc, en fait, c'est une question pour plonger dans le futur. J'aimerais savoir si, selon vous, l'intelligence artificielle va révolutionner le renseignement d'intérêt cyber à l'avenir ou pas. Si oui, comment? Et aussi du côté des cyberattaquants, est-ce que l'intelligence artificielle risque de bouleverser le paysage des cybermenaces à l'avenir ou est-ce que ce sont des projections qui sont peut-être un peu exagérées? J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. En ce qui concerne le fait de savoir si l'IA est une révolution, je ne pense pas, je l'ai expliqué. Je pense qu'on va avoir plutôt des produits qui intègrent l'IA de mieux en mieux. Et à certains égards, je pense que cela va permettre de résoudre les problèmes de recrutement que l'on connaît aujourd'hui. Mais ça ne va pas... Grâce à l'IA, on va pouvoir recruter des gens qui ont moins de compétences, mais qui vont pouvoir réaliser un travail comme s'ils étaient plus compétents, comme s'ils avaient plus d'expérience. Donc, les gens vont être plus efficaces dans leur travail. Donc, c'est une bonne chose à cet égard. Ce qui m'inquiète en ce qui concerne l'avenir, c'est que ces technologies sont là, elles vont être de moins en moins chères. Et ma préoccupation, c'est qu'il va y avoir un incitant pour les décisionnaires à remplacer les êtres humains. Ils sont difficiles à gérer et difficiles à recruter. Donc, ce sera bien pour les dirigeants, mais ce serait une erreur à mon sens parce que je pense que dans cette discussion, c'est apparu clairement dans cette discussion, l'IA seule ne vaut rien. Donc, je crois qu'on va passer par une phase où les choses vont être moins bonnes avant de s'améliorer. Il ne faut pas être trop confiant. On va réaliser que ce n'est pas aussi formidable qu'on le croit et on l'utilisera à bon escient. Alors, au-delà de cela, j'ai mentionné, je pense qu'à l'avenir, on va avoir de meilleurs modèles, des agents qui pourront faire des tests de pénétration automatiques. Et je ne pense pas que la recherche de vulnérabilité va être révolutionnée par l'IA, mais tout ce qui est répétitif sera couvert par les outils IA. Mais
paradoxalement, je pense que ça va aider aussi les défenseurs parce que ça va être très bruyant. Ça va générer énormément de trafic et ils vont être utiles principalement dans le cadre de tests et moins dans le cadre d'attaque. Je pense que les défenseurs vont pouvoir repérer ces traces plus facilement. Donc à cet égard-là, ça sera utile. Je voudrais ajouter quelque chose en ce qui concerne ce que tu viens de dire. Et comment pouvons-nous nous fier à toutes ces nouvelles technologies? Alors, l'un des développements, et il faut réfléchir en termes de confiance numérique. Il y a beaucoup de travail qui a été fait en la matière. Nous savons tous que la sécurité à 100% n'existe pas. Il y a des erreurs humaines ou autres. Et si on fait de notre mieux et qu'on a la possibilité de corriger, eh bien, on va pouvoir construire la confiance dans notre système numérique. Si le système dit non, eh bien, c'est non. S'il n'y a pas de possibilité de changer le résultat de la façon qui nous convient, nous pensons que la confiance numérique est une ambition, une attente de la société, des clients, dans le B2B, etc. Tout ça, c'est une ambition que nous devons poursuivre. Mais en même temps, comment faire cela et quel type de technologie devons-nous utiliser? Est-ce que l'IA va jouer là-dedans? Le partage des données, c'est également un sujet tout à fait important. Partager des données en confiance, tout ça, ce sont des... L'IA va nous permettre de développer cette confiance numérique. Nous pensons que cela va changer la donne en matière de sécurité, en matière de privacy et tout ça de façon fiable. Dans le cadre de ces transformats, tout ce qui est IA va jouer un rôle, le CTI également. Ce n'est pas une solution qui va tout résoudre, mais qui aidera les gens et qui permettra d'aider à la sécurité pour tous. Je vais être assez rapide sur l'avenir de l'IA dans le cadre du CTI. Comme vous l'avez dit, ça peut être une révolution si ça permet d'aider les êtres humains à devenir de meilleurs analystes, d'avoir davantage de temps pour analyser. Je pense que c'est le seul angle sous lequel on peut qualifier cela de révolution. C'est une aide donc pour les êtres humains. Alors vous parliez de confiance numérique, c'était la deuxième partie de la question, donc qui concerne les menaces à venir. Chez Filigrane et chez nos clients, c'est le problème de la manipulation et l'interférence de données étrangères. Savoir s'il s'agit d'une menace cyber ou du phishing, qui est une manipulation de données et qui est massivement développée par les cybercriminels. Parfois, on a des États derrière tout cela. Et cela change la manière dont on manipule les informations. Et c'est peut-être la première révolution en termes de menaces que l'on va observer à l'avenir, que l'on voit déjà d'ailleurs. Ça, c'est l'une de mes prédictions, si je puis dire. Si on regarde l'avenir,
je pense, personne ne sait ce qui va se passer. Ça, il faut le savoir. Bon, à court terme, je pense que tout le monde veut utiliser l'IA aujourd'hui. C'est marrant, même si ça ne sert à rien. Les gens le veulent partout, dans votre voiture, dans votre portable, dans les usines, partout. Donc, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'IA partout, et pas uniquement partout, de l'IA connectée à tout. Il faut connecter ChatGPT avec son téléphone mobile, avec son compte en banque, etc. Je ne sais pas combien de temps ce moment de folie va durer, mais on y est. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si vous regardez cela, dont l'opportunité pour les attaqueurs c'est un problème systémique. Je vais exploiter les problèmes logiques sur un IA qui est public et je vais pouvoir rebondir sur des données spécifiques internes et faire quelque chose sur votre voiture ou autre. Ça, c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui parce que tout le monde veut de l'IA partout. Autre problème auquel nous allons être confrontés, c'est le fait que cette IA qui apprend en grand se trouve partout. Donc, ça consomme énormément, c'est très cher. Donc, cette partie de l'IA sera réservée aux leaders qui feront confiance au système. Donc, ça veut dire que pour les attaquants, il faudra uniquement se concentrer sur quelques cibles. Et ces cibles devront se défendre. Mais il y a beaucoup d'attaquants et ça pourrait se révéler difficile. Donc, ils iront probablement vers un modèle de responsabilité partagée. Ils s'occuperont de la base du système et les problèmes arriveront en haut. Donc, il faut faire très attention à la sécurité et voilà. Donc, ça, c'est à court terme. À moyen terme, il y a une question qui est celle de l'attaque et de la défense et d'évaluation de la situation avec des experts, des analystes, tout ce que vous voulez, pour prendre des décisions et gérer l'action. Aujourd'hui, on parle uniquement de la prise de décision, mais il y a une étape supplémentaire. Quand il faut se défendre, il faut agir, et cela peut se révéler difficile de savoir quel type d'action faut-il mener et dans quelle séquence. Je pense qu'à moyen terme, si nous sommes suffisamment confiants dans l'IA, si vous regardez les voitures à moitié autonomes, vous donnez la possibilité, une demi-possibilité au système d'apprentissage par les machines. Donc, il y a un trou logique là, ou un biais humain. Donc, c'est un problème logique lié aux données, par exemple. Je vais exploiter 3 ordinateurs portables dans une entreprise et je vais mener une action qui va générer des données, qui va être synthétisée par l'IA et l'analyste peut alors prendre une mauvaise décision. Cela pourrait avoir un impact. Et ce serait la responsabilité de l'analyste, mais voilà. Et à long terme, il y a une question de guerre. Ce n'est plus une attaque, c'est une guerre. Le problème des données peut être résolu. On a parlé
de small learning. Mais on a parlé des adversaires, c'est-à-dire le fait de mettre deux IA qui réfléchissent à un problème avec des règles et ils luttent pour essayer de résoudre le problème. Et ça, c'est un sujet pour lequel les données ne sont pas le problème, mais les règles. Et quels seront les avantages pour l'IA? Si on parle d'adversité, il y a un problème là, parce que pour construire de l'IA défensive, il est possible que ces algorithmes aient toujours la même approche logique. Et ce qui va aider les attaquants à découvrir le système de défense sans avoir la moindre donnée. Donc j'imagine qu'il y a... c'est un problème dont on peut discuter. Alors je pense que Nicolas a raison et je voudrais insister, je voudrais dire quelques mots sur les sujets pour lesquels l'IA va révolutionner les choses. Il y a un peu de désinformation. Vous parliez de manipulation, de désinformation, mais aujourd'hui, 80% du trafic sur Internet est généré par des machines automatiques. Et à l'avenir, ce sera le cas encore plus. On est déjà mauvais pour gérer les mauvaises informations qui viennent de personnes. Et quand ça vient de l'IA, c'est encore plus difficile. Comment gérer cela? Comment être capable de gérer toutes ces informations qui vont être diffusées pour différentes raisons en ligne? Un autre problème, c'est les applications militaires de l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très proches d'avoir des drones gérés par l'IA. Il faut en parler. Personne n'en parle pour l'instant, à ma connaissance. Donc, je pense qu'il y a un département de la défense. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils en pensent. Parce que moi, ça me donnerait des cauchemars. Alors, je voudrais réexpliquer ce que je vous ai déjà dit en ce qui concerne la manipulation des informations. Je pense que c'est un point clé, non seulement en termes de désinformation que l'on observe. Le gros problème, c'est l'empoisonnement des données. Si à l'avenir, l'IA permet aux attaquants d'empoisonner toutes les données ou une grande quantité de données que nous avions l'habitude d'utiliser dans notre défense cyber, eh bien, ils vont gagner énormément de batailles. Si vous corrompez des données, nous ne pourrons pas détecter et répondre correctement et réagir correctement. La manipulation de l'information, ce n'est pas seulement les deepfakes, c'est un phénomène plus large que l'on observe déjà dans le cadre du conflit en Ukraine, par exemple. Mais on voit déjà cela chez Filigrane. C'est pourquoi je voulais mentionner cette question. Peut-être... ce n'est pas l'avenir, c'est déjà là. Le problème, c'est la taille, l'ampleur que cela va avoir à l'avenir. Oui, je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne l'avenir qui est déjà là, il y avait un article dans Le Monde qui expliquait qu'en Russie, ils utilisent une surveillance basée sur l'IA pour identifier les personnes qui ont assisté aux funérailles de Navalny. Et ils ont ainsi pu les arrêter. Il y a des questions dans la salle pour nos intervenants. J'ai presque vu une main se lever.
Yeah, do we have any questions in the room? No? Yes, non? Bon, ben, écoutez, ah oui, oui, ah, mon Dieu, il y a trop de lumière, je ne vous avais pas vu, désolé. Oui, allez-y. It's a good point. I think here you have a problem of the. Oui, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue parce que pour générer des données, on a besoin de données. Et malheureusement, l'interprète n'a pas compris la question, donc la réponse est un peu sibylline. Oui, en ce qui concerne les données synthétiques, il faut essayer de parvenir à un certain équilibre. Nous utilisons l'IA générative et on a des bonnes performances en la matière. Mais c'est une solution intermédiaire, ce n'est pas des données synthétiques à 100%, ni de vraies données à 100% non plus. C'est un peu un mix des deux. Le sujet et on travaille beaucoup sur la question de l'équilibre des données. Par exemple, si vous voulez détecter des attaques cyber, vous générez des attaques cyber sur le système, vous obtenez les données et vous apprenez à partir de là. Mais il peut y avoir des problèmes de modèle. Mais si vous le faites avec des données de production, le modèle va trouver des cyberattaques partout. C'est le problème des données synthétiques. Donc, quand on avait un projet concernant les informations publiques et le modelage via l'apprentissage par les machines. Ce que l'outil a fait, c'est d'équilibrer les données parce qu'on a, par exemple, 1000 articles d'un côté et sur un autre sujet, vous avez 3 articles. Quand vous formez l'IA avec ces quotas déséquilibrés, eh bien, c'est de là que viennent les problèmes. Le problème des données synthétiques, c'est de trouver des cyberattaques grâce à l'apprentissage par les machines. Il faut avoir la même quantité d'activité normale que d'activité anormale. Donc, il faut vous y retrouver dans cette complication. Il faut peut-être prendre la chose. Il faut voir ce que l'IA va apporter au CTI et inversement. Le CTI est intéressant pour analyser les modus operandi, pour former les modules d'IA. Donc, on peut réfléchir aujourd'hui à la manière dont on peut utiliser le CTI, non pour la protection, mais pour notre protection à venir via l'IA, en reproduisant des systèmes qui nous permettront de voir les modus operandi dans un espace virtuel. Ensuite, pour améliorer les renseignements en matière de cybermenaces. Est-ce que vous voyez des possibilités, ce qui pourrait être les obstacles pour intégrer différentes choses concernant les connaissances et pas seulement des questions techniques? Merci. Je peux commencer. Veuillez m'aider. Alors, oui, il y a un problème à cet égard. Je n'utilise pas
l'IA, non, il ne faut pas dire IA, c'est juste l'apprentissage machine. C'est juste répéter quelque chose qui arrive avec des données. Et l'IA générative peut combiner des choses qui existent déjà et faire en sorte qu'il y ait une touche magique et que vous pensez que c'est nouveau, mais en fait, ce n'est pas nouveau. C'est juste la combinaison de quelque chose qui a existé auparavant. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, ça concerne la cybersécurité, mais c'est un peu étrange. Et dans une ASBL, je développe des formations pour former tout le monde à la cybersécurité. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce que... Bon, c'est un cours sur la cybersécurité, c'est un cours sur les arts martiaux, est-ce que tu peux les combiner? C'était un cauchemar. Il y avait beaucoup de choses qui n'avaient vraiment aucun sens. Par exemple, le Royaume-Uni est en train de taper sur l'ordinateur. Donc, je suppose que la réponse est non. L'IA peut générer beaucoup de données qui sont assez semblables que ceux dont vous disposez déjà. Donc, la connaissance, ça dépasse les données. C'est un concept. Et pour l'instant, je ne pense pas que l'IA puisse améliorer les connaissances. Mais il y a quelque chose qui arrive. On peut découvrir juste en mettant l'IA pour faire beaucoup de cycles et découvrir des choses que nous, on ne peut pas faire en tant qu'être humain. Mais je n'en suis pas sûr. Alors, peut-être autre chose. Moi, avec cette nouvelle technologie, tout le monde se dit, ah oui, c'est la solution pour tout. C'était un peu la tendance l'année passée, voilà, GenAI, c'est la solution pour tout. On peut tout faire avec l'IA. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Lorsque vous êtes en plein milieu d'une découverte, oui, ça peut vous aider à rendre les choses plus efficaces. On verra là, dans quelques années les résultats. Oui, il y a eu ces tendances avec les blockchains, avec tout ce qui est technologie de déchiffrage. On pense que c'est la solution pour tout, mais à un moment donné, on se rend compte que non. Et GenAI aura sa place, mais ce n'est pas la solution à tout. C'est le temps. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment un plaisir d'animer cette table ronde. Je ne dirai pas les noms de famille encore, mais Yvan, Marc, Nicolas et Alexandre, vraiment merci beaucoup et au plaisir de vous revoir plus tard dans la journée.